Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ASPAC Séminaire. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, s'affirme comme un non-lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales à la croisée de plusieurs disciplines. Le LASPAC se consacre à l'analyse de problématiques fondamentales telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques, à la sécurité humaine, entre autres, tout en aspirant à apporter des réponses innovantes à ces enjeux complexes. Le laboratoire euh, se consacre également à l'analyse approfondie des mutations contemporaines affectant les sociétés africaines. Elle se veut également comme un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité tout en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques par qui structurent ces axes de recherche. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour cette série de séminaires consacrés à la patrimonialisation de Tombouctou, représentation, enjeux et défis. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le 4e séminaire, dont la thématique s'articule ainsi. La diffusion tombouctienne de l'islam en Afrique. Ce séminaire examinera le rôle historique de Tombouctou en tant que foyer de diffusion de l'islam en Afrique. Il s'attachera à mettre en évidence la manière dont ces savants et érudits ont contribué à une riche tradition intellectuelle et spirituelle, couvrant des champs variés tels que la théologie, le droit musulman et les sciences médicales. Pour éclairer cette problématique, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Mohamed Traoré, qui est fellow recherche à l'université Adam Mickiewicz de Poznan, dans le cadre du programme international UNESCO Fellowship in Archaeology and Conservation, où il mène des travaux avancés sur les dynamiques patrimoniales, la conservation et les humanités numériques appliquées à l'archéologie. Dans le cadre de son mémoire de master et de sa thèse de doctorat en cours, il consacre ses recherches au patrimoine et à la culture matérielle islamique d'Afrique de l'Ouest. Il travaille sur les manuscrits, les objets, les traditions locales et les systèmes de savoir liés à l'islam sahélien. Parallèlement à ses activités académiques, il est consultant en patrimoine culturel et accompagne institutions, festivals, collectivités et acteurs culturels dans la valorisation du patrimoine naturel et culturel, la conception d'événements, la rédaction de rapports, la production de contenu scientifique et la médiation patrimoniale. Il collabore régulièrement avec divers organismes nationaux et internationaux. Je suis Aïssatou Diallo, allocataire de recherche au LASPAT, doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Centre d'études des religions de l'UFR-TRAC. Et j'ai le plaisir de modérer nos échanges aujourd'hui. Nous sommes donc ravis et privilégiés de bénéficier de l'expertise de M. Mohamed Traoré. Je vous invite donc à lui prêter une oreille attentive pour son intervention d'une quarantaine de minutes. Il sera suivi d'une série de questions. Merci à tous pour votre attention et sans plus tarder, je cède la parole à notre invité. Monsieur Traoré, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la modératrice, à vous et à toute votre équipe, à l'équipe de l'ASPAD, pour votre accueil et pour l'organisation de cette session. Je salue également chaleureusement toutes les personnes qui nous suivent en ligne. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi de pouvoir partager avec vous quelques éléments de réflexion sur la diffusion de l'islam à partir de Tombouctou. Alors, la diffusion de l'islam en Afrique à partir de Monsieur Traoré, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, Oui. vous pouvez baisser un peu l'écran pour qu'on puisse bien vous voir. Ah, ok. C'est bon. C'est bon, voilà, parfait. Ah, ok, merci. Merci. Donc, traiter un tel sujet nécessite une analyse rigoureuse de plusieurs paramètres, car Tombouctou occupe une place paradoxale dans les représentations. D'un côté, nous avons une description européenne
qui en fait une île mystérieuse du désert, et de l'autre, dans les traditions sahéliennes, un espace très concret de circulation, de commerce et de savoir. Alors, les travaux de... Vous pouvez partager. Vous pouvez partager l'écran? Ah, c'est pas partagé. Non. Ah. C'est bon maintenant? Oui. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, super. Donc, je disais que les travaux récents de Chamil Djepi et du professeur Souleymane Bachir Diagne, réunis dans leur ouvrage The Meaning of Timbuktu, ont justement montré comment la ville est devenue un symbole condensé de la civilisation islamique sahélienne au point d'incarner dans l'imaginaire global l'érudition musulmane de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les sources de référence, nous avons également donc les fameuses tarikhs, donc le Tarikh el-Soudan et le Tarikh el-Fatash, qui décrivent la ville comme un nœud où se croisent marchands, lettrés, lignages maraboutiques et pouvoirs politiques successifs, dont les deux grands empires que sont l'Empire du Mali et l'Empire Sonrai, puis les dynasties locales également. Elle combine mémoire orale, généalogie, notices biographiques des savants et récits des dynasties, ce qui en fait à la fois des sources historiques et le reflet d'une culture de la transmission déjà profondément islamisée. Les autorités contemporaines également, donc on peut citer par exemple l'UNESCO, insistent sur ce double statut, centre de commerce transsaharien et centre de diffusion de la culture islamique, avec notamment l'université de Sankoré, ses mosquées et ses bibliothèques. Donc, pour appréhender un tout petit peu donc, le sujet sous forme problématique, parler de diffusion de l'islam à partir de Tombouctou ne veut pas dire que la ville serait l'unique foyer islamisateur de l'Afrique, encore moins donc de l'Afrique entière. De l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'unique foyer islamisateur de l'Afrique de l'Ouest, encore moins de toute l'Afrique, parce que le sujet parle de diffusion de l'islam en Afrique à partir de Tombouctou. Mais pour bien contextualiser, pour bien camper le débat, donc nous levons donc dès le début cette équivoque. Tombouctou fut un des foyers donc, de diffusion de l'islam en Afrique, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest, même si les ramifications pourraient donc se retrouver un peu plus au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour faire un petit rappel historique par rapport au contact entre l'islam et l'Afrique, on peut donc déjà commencer avec la fameuse première hijra vers l'Abyssinie chrétienne en 615, lorsqu'un petit groupe de musulmans persécutés à la Mecque trouve refuge auprès du Nagius, donc qui était le roi d'Aksum, qui leur accorde protection sans exiger leur conversion. Donc cet épisode s'agit du premier établissement musulman durable sur le continent africain et également c'est un moment donc fondateur de la mémoire islamique en Afrique. Également à partir du 7e siècle, le cœur du processus se déplace vers l'Afrique du Nord sous le règne du deuxième calife de l'islam, Omar Ben Khattab. Donc après la conquête de l'Égypte byzantine entre 640 et 642, les armées arabes progressent vers l'Ifriqiya et le Maghreb. Donc des études comme celle de Brett dans The Cambridge History of Africa montrent que ces conquêtes furent lentes, ponctuées de résistance berbère, de compromis fiscaux et d'alliances matrimoniales. Alors, la conversion des populations n'est ni immédiate ni uniforme. Donc, c'est une conversion donc, qui s'est établie dans la durée, une durée durant laquelle une partie des berbères reste chrétienne, juive ou attachée à des cultes pré-islamiques, tandis que d'autres adoptent l'islam et deviennent à leur tour vecteurs d'islamisation. Il y a également donc quelques résultats archéologiques, donc comme
les travaux de Fenwick sur l'Ifriqiya, qui met en évidence la fondation de nouvelles villes musulmanes structurées autour de grandes mosquées et de palais. Alors, ces centres urbains consolident l'implantation de l'islam en l'intégrant aux réseaux commerciaux méditerranéens et sahariens. Dans le même temps, sur la côte de la mer Rouge et de l'océan Indien, des ports comme Zéla et Mogadiscio, étudiés par Spencer et d'autres historiens, deviennent des relais majeurs. Des marchands arabes et persans s'y installent, se marient à des familles locales et diffusent progressivement l'islam parmi les populations somalies et afars. Maintenant, par rapport à la zone qui nous concerne un peu plus au sud et à l'ouest, l'islam atteint le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. D'une part par la conquête militaire, mais bien avant par les caravanes transsahariennes. Donc les recherches sur le commerce ont montré le rôle des routes reliant Kairouan, Fès aux villes des marchandes de la frange sahélienne, donc telles que Aoudaghost, Kombi Saleh, l'ancienne capitale du Ghana, et Gao, l'ancienne capitale du Songhai, où se croisent marchands Sanhaja, Touareg et Soudanais. Dès le IXe siècle, ces routes transportent non seulement le sel, l'or et les esclaves, mais aussi des idées, des lettres, des jurisconsultes. Les géographes andalous, comme exemple Al-Bakri, décrivent donc des communautés musulmanes dans les quartiers marchands de ces capitales africaines, tandis que les souverains gardent parfois leurs pratiques religieuses indigènes. Cependant, Tombouctou présente plusieurs caractéristiques qui justifient qu'on en fasse un laboratoire et un relais privilégié de l'islamisation du Sahel et plus largement de l'Afrique occidentale. Donc, quelles sont ces raisons? D'abord, Tombouctou fut un carrefour commercial transsaharien, connecté, comme on peut le voir sur cette carte, connecté aux routes reliant Fès, Tlemcen, Gao, Djenné, Bouré, Bambouk, jusqu'au Tekrour, ainsi que Tedmaka, Sidil Massa, donc en allant vers Fès, en passant par Sidil Massa, mais aussi au sud, donc au Niger moyen, du Massina, du Mandé, et jusqu'au bassin forestier. Donc, Tombouctou fut un carrefour commercial transsaharien extrêmement important et stratégique. Tombouctou également fut un centre de production et de circulation du savoir islamique. Donc, on connaît tous les mosquées et universités telles que Sankoré, Djinguereber, Sidi Yahya. Donc, il y a également des bibliothèques privées, des ateliers de copie, donc des réseaux de maîtres et d'étudiants. Ce fut également un nœud de réseau maraboutique et lignagé, donc avec de grandes familles de savants telles que les familles Akit, Barayoho, ou la famille Kunte, que nous connaissons bien au Sénégal, qui diffusent non seulement des textes, mais aussi des modèles d'autorité de type malikite soufi. Un foyer également de réécriture islamisée des traditions orales, donc avec l'islamisation de certaines épopées locales, l'adaptation de récits généalogiques, l'intégration de saints et de marabouts dans des cosmologies locales. Alors, la question centrale devient alors comment cette configuration urbaine, commerciale et savante a-t-elle contribué à la diffusion de l'islam? Par quel vecteur? Donc, marchands, étudiants, chaîne initiatique soufis, décisions politiques, fatwa, etc. Tombouctou a-t-elle rayonné vers le reste de l'Afrique? Alors, par rapport aux sources à exploiter, donc pour bien appréhender une telle question, il y a trois grands ensembles de sources qui permettent d'analyser cette diffusion à partir de Tombouctou. Il y a bien évidemment donc les sources endogènes, les sources locales avec les chroniques et les manuscrits.
tels que les tarikhs, les actes juridiques, les correspondances, les commentaires de fiqh, les charhs, les documents de waqf, les traités de soufi. Il y a également donc des travaux comme ceux de John Unwin et Charles Stewart qui ont montré la richesse de la diversité des bibliothèques de Tombouctou. Les inscriptions arabes également, inscriptions arabes et épigraphiques islamisées, donc qui ont été largement étudiées par l'éminent professeur Paul Moraes de Farias, ancien de l'IFAN de Dakar et professeur également à l'université de Birmingham. Il y a les traditions orales et les épopées locales. Et sur le plan historiographique, il y a donc les travaux de Leftezion, du professeur Ousmane Khan, de Chamil Djepi, du professeur Suleiman Bachir Diagne, etc. Donc, c'est l'intérêt du travail de ces historiens. Donc, ils ont permis un tout petit peu de déplacer donc, la question vers l'appréhension de Tombouctou, non pas comme une simple ville réceptrice de l'islam, mais comme également une ville de production de savoir islamique à part entière, donc au sein d'une république des lettres sahélo-saharienne et atlantique. Alors, quand on parle de Tombouctou, par exemple, avec les savants qui, grâce à leur connaissance, grâce à leurs compétences, grâce à leur érudition, donc qui ont pu développer une certaine articulation du pouvoir autour du savoir, on peut citer ce fameux manuscrit d'Al-Maghali qui contient les échanges donc, qu'il a eu à faire avec Askia Mohamed, le souverain de l'empereur de Songhai, où Al-Maghali lui prodiguait des conseils politiques et juridiques puisés donc sur le modèle islamique. Alors, par rapport à l'étymologie du mot, qui comprend un tout petit peu, qui va permettre un peu de comprendre la naissance, l'émergence et l'évolution de la ville, les traditions orales reprises par les chroniques attribuent souvent la fondation de Tombouctou à des groupes Touareg, Imrad ou Imacharan, qui auraient établi un campement saisonnier près d'un puits gardé par une femme nommée Bouktou, d'où l'étymologie populaire Timbuktu, qui signifie le puits de Bouktou. Alors, cette origine rappelle que la ville s'ancre d'abord dans un univers nomade et saharien, qui ne devient pleinement islamisé que progressivement. Du XIIIe au XVe siècle, dans le contexte de l'expansion du royaume du Mali, Tombouctou se transforme en port du désert relié au fleuve Niger via Kabara et au Sahara. Les sources arabes nord-africaines mises en résonance avec les traditions locales témoignent de la présence précoce de juristes, de juges, donc qui sont les qadis, et de lettrés formés aux normes malikites, coexistant avec des cultes et des pratiques religieuses traditionnelles. L'articulation entre pouvoir politique et autorité savante, donc sous l'empire du Mali, puis de manière plus marquée sous l'empire Songhai, avec notamment Askia Mohamed, qui a régné de 1493 à 1528, Tombouctou devient un pivot d'une politique de légitimation islamique. Le Tarikh al-Fatash souligne l'importance de la relation entre Askia Mohamed et le savant maghrébin al-Maghali, dont les avis juridiques encouragent la consolidation d'un pouvoir calqué dans l'idéal sur les modèles de gouvernement islamique. Alors, dans ce dispositif, les savants de Tombouctou jouent un rôle d'intermédiaire. Ils fournissent des qadis pour les villes de l'Empire, ils rédigent des fatwas et des avis consultatifs sur les successions, la fiscalité, les conflits politiques. Ils produisent des biographies hagiographiques du souverain qui l'inscrivent dans un horizon islamique tout en intégrant les codes politiques sahéliens. Ainsi, bien avant l'époque coloniale, donc on peut constater que il y a eu une constitution d'un modèle d'autorité savante ouest-africaine où des lignages de juristes et de lettrés de Tombouctou circulent entre les capitales politiques telles que Gao, Djenné et Walata
et les campagnes diffusant des normes islamiques à des échelles multiples. Alors, pour les réseaux caravaniers, les routes transsahariennes comme matrice de la diffusion. Les historiens du commerce transsaharien ont montré que dès les premiers siècles de l'islam, les flux entre le Maghreb et le Bilad al-Soudan, donc le Maghreb qui représente un tout petit peu donc la partie nord, et le Bilad al-Soudan, c'est là où se retrouvent un tout petit peu donc les pays du Sahara et du Sahel, et donc le bassin forestier. Les historiens du commerce transsaharien ont montré que dès les premiers siècles de l'islam, les flux entre le Maghreb et le Bilad al-Soudan se densifient. Or, esclaves, sel, textiles, cuivre, perles, mais aussi livres et personnes, surtout des savants et des étudiants. Donc, je reviens un petit peu sur cette carte donc, qui matérialise les flux d'échange. Les caravanes reliant Sidi Massa et Fès au Niger moyen, s'arrêtaient dans des villes structurées autour de la mosquée et du marché, donc telles que Walata, Tichit, Gao, puis Tombouctou. Les études de Leftezion et d'autres sur les États anciens du Soudan occidental montrent que ces routes ne sont pas seulement des couloirs économiques, mais des corridors religieux et linguistiques où se diffuse l'arabe écrit, des formules de bénédiction, des manuels de fiqh malikite et des pratiques culturelles. Alors, le livre est, pour un tout petit peu donc cerner la valeur du livre, donc le livre qui symbolise le savoir, bien évidemment, John Henwick et plus récemment Charles Stewart ont insisté sur l'existence à Tombouctou d'un véritable marché du livre islamique, tels que des copies du Coran, des commentaires juridiques, les sharh, des traités de grammaire, des ouvrages de logique, de mathématiques, de médecine et de soufisme. Un témoignage non moins important dans la mesure où on peut le considérer comme étant un témoignage très objectif est celui de René Caillé qui a visité donc Tombouctou en 1828 et qui avait choqué donc l'opinion européenne lors de ces témoignages en donc manifestant sa déception donc avant la découverte de Tombouctou dans la mesure où avant que les Européens donc ne voient donc cette ville de Tombouctou, donc Tombouctou était entouré d'une aura mythique. Donc depuis le XVIe siècle, les descriptions indirectes venues des géographes arabes comme Al-Bakri et Ibn Khaldun, relayées par Léon l'Africain, avaient façonné une image merveilleuse de Tombouctou. Mais lors de sa visite, donc René Caillé, donc dans ses témoignages, a donc affirmé le contraire. Cependant, il a reconnu que Tombouctou est une ville commerciale active. Tombouctou comporte des marchés animés. Tombouctou connaît une population diverse, telle que les Touaregs, les Songhai, les Mandingues, les Arabes, les Peuls, etc. Et il reconnaît également une intense activité intellectuelle à Tombouctou. Alors, sous ce rapport, pour les familles savantes locales, la possession d'une vaste bibliothèque fonctionnait comme un capital symbolique, donc c'était signe de piété, de savoir, de proximité avec les grandes traditions du Mashriq et du Maghrib. C'était également un capital économique. Les manuscrits se vendaient, s'achetaient, se prêtaient ou se donnaient contre rémunération symbolique. C'était également un capital pédagogique, car c'était également des supports d'enseignement dans les cercles d'études et les madrasas. Les actes de vente et les waqf conservés dans les fonds de Tombouctou, étudiés par Henwick, montrent que le livre circule exactement comme les autres marchandises caravanières, d'où son importance capitale. Conséquence majeure pour la diffusion de l'islam, lorsque les marchands sahéliens des lettres Hausa, Mandé ou Fulbe se rendent à Tombouctou, ils repartent non seulement avec du sel ou des tissus, mais aussi avec des corpus textuels qui transforment progressivement les normes religieuses de leur communauté d'origine. Donc, bien plus qu'un carrefour commercial,
Tombouctou fut un phare de savoir islamique façonnant la culture et la spiritualité de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons un tout petit peu faire focus sur ce paysage pédagogique unique, donc qui a fait de Tombouctou un des principaux vecteurs de l'islam dans la sous-région. Les études sur l'histoire urbaine de Tombouctou insistent sur le fait que la ville n'est pas seulement un marché caravanier, comme nous l'avons tantôt dit, c'est un paysage pédagogique structuré autour de mosquées-écoles qui irriguent les quartiers. 3 édifices sont devenus emblématiques. Il y a donc la mosquée université de Sankoré, celle de Djinguereber et celle de Sidi Yahya. Mais l'ensemble de la ville est parsemé de mosquées de quartier, de petites madrasas et de maisons savantes où se tiennent les cercles d'études. Les travaux synthétiques sur le patrimoine mondial africain publiés par l'UNESCO rappellent que ces mosquées ne sont pas uniquement des monuments architecturaux. Elles incarnent une tradition d'enseignement continu depuis au moins les 14e et 16e siècles, dans le cadre des empires du Mali et du Songhai. Dans un article sur Tombouctou comme centre médiéval de commerce et de savoir, donc, dont l'auteur est Abou Tahar, donc Abou Tahar montre à partir des récits de voyageurs et de la chronistique arabe que la ville concentre un réseau de mosquées où la prière et l'enseignement vont de pair. Donc une tradition que l'on retrouve jusqu'à une période très récente, peut-être jusqu'à présent, même ici au Sénégal, donc avec l'abréviation en Wolof Ba, Jang Julli Bay, donc l'enseignement, l'éducation, l'enseignement, donc qui correspond à Jang, Julli, la prière, et Bay, l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Donc, il montre donc à partir donc des récits des voyageurs que la ville concentre un réseau de mosquées où la prière et l'enseignement vont de pair, au point que la densité de ces lieux d'études devient un marqueur de prestige comparable à la multiplication des marchés. À côté de ces édifices majeurs, la topographie scolaire comprend des cours intérieurs de maisons savantes, donc même les maisons ordinaires faisaient office parfois donc d'école, aménagées pour accueillir des dizaines d'étudiants, des zawiyas soufis, donc les zawiyas également qui sont très bien connus ici, rattachés à des lignages maraboutiques qui assurent à la fois donc retraite spirituelle, enseignement et accueil des étrangers. Donc tout ça, c'est des modèles qui subsistent jusqu'à présent et qui sont très vivants donc dans nos pays. Il y a des espaces également ouverts, par exemple donc dans des places publiques où se tiennent des leçons publiques, notamment en saison sèche. Cette organisation spatiale fait de Tombouctou une ville-école. Donc, on peut dire que c'est carrément donc l'ensemble de la ville qui constitue une école en miniature, où l'on croise en permanence des groupes d'étudiants portant leurs tablettes de bois, récitant et discutant avec leurs maîtres. Donc, les 3 mosquées universités Sankoré comme université sahélienne, donc les études de vulgarisation savante sur le portail Muslim Heritage, donc montrent clairement, donc en s'appuyant sur les travaux de John Henwick et d'autres historiens, ils présentent Sankoré comme une véritable université au sens médiéval. Donc dans le contexte médiéval, Sankoré donc renfermait toutes les caractéristiques d'une université. Donc on avait un complexe de mosquées, des salles d'études et des résidences d'étudiants reliées à un réseau de maîtres indépendants. Alors, pour le curriculum il couvre un spectre très large qui rappelle les grandes universités du monde islamique. Nous avions des disciplines donc religieuses comme le Coran, l'apprentissage du Coran et l'exégèse également, son exégèse également, le tafsir, les hadiths. Il y avait également donc le fiqh malikite. Il y avait également les sciences du langage, comme la grammaire, la rhétorique, la prosodie.
Il y avait donc également les sciences rationnelles comme la logique, les mathématiques, l'astronomie et parfois la philosophie. On avait également les sciences appliquées telles que la médecine, la pharmacopée, la géographie. Donc là, donc on a un manuscrit avec de l'astronomie et des mathématiques, les manuscrits de Tombouctou. Donc, pour passer à l'université à la mosquée de Djinguereber, la mosquée de Djinguereber donc est très populaire vu son contexte de construction construite par le souverain Mandeng Kanka Moussa, puis remaniée à l'époque Songhai, qui est souvent décrite comme euh, le cœur liturgique de la ville. Mais des documents conservés à l'Institut Ahmed Baba et étudiés par Enwick et ses collaborateurs montrent qu'elle abrite aussi des cercles d'enseignement avancés, notamment en fiqh et en sciences coraniques. Et enfin, la mosquée Sidi Yahya, quant à elle, elle est associée à des lignages spécifiques de savants et de saints. Les traditions orales de Tombouctou recueillies donc dans le cadre de projets patrimoniaux maliens racontent que certains maîtres y dispensaient des enseignements ésotériques, Ilm al-Batin, qui est une science très populaire dans nos régions, commentant des textes soufis et des traités d'éthique en mêlant arabe et langue locale. Ces récits, même difficilement datables, éclairent un aspect souvent minimisé dans la littérature coloniale, la place de la mystique et de l'initiation dans la pédagogie tombouctienne. On a donc un système tripolaire. Sankoré, donc qui est un centre d'enseignement supérieur et de prestige, Djingareber, qui est un centre liturgique et académique, donc solide en fiqh, et Sidi Yahya, foyer d'enseignement plus marqué par la dimension géographique et soufie. Ce triangle, complété par de nombreuses mosquées de quartier, dessine une géographie institutionnelle où l'étudiant peut circuler d'un maître à l'autre, d'un style pédagogique à l'autre, tout en restant dans la même ville. Souvent, j'ai tendance à taquiner certains collègues dans les universités. Je leur dis que le système Erasmus que nous connaissons aujourd'hui, qui est une sorte d'échange, un programme académique, pédagogique basé sur l'échange d'étudiants entre différentes universités. Ce système-là existait depuis très, 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 très longtemps, depuis l'époque médiévale. Et là, on a un exemple concret avec Tombouctou. Donc, ce système existait, je veux dire, en Afrique, dans le monde islamique, depuis très longtemps. Et l'exemple de ces trois mosquées en est donc un parfait exemple. Le parcours de l'étudiant de la tablette aux commentaires, les reconstructions du système éducatif sahélien précolonial à partir des manuscrits, donc d'Ijaza, les Hijaza, c'est les certificats de transmission, et de récits oraux indiquent généralement trois grands niveaux de formation. Il y a le niveau élémentaire, Koutab, école coranique, donc apprentissage de la lecture, écriture de l'arabe. Donc ça, c'est des modèles que pratiquement tous les Sénégalais qui ont fréquenté les écoles traditionnelles coraniques ont connu. On commence par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de l'arabe. Ensuite, on passe à la mémorisation du Coran sur tablette de bois, les lawh, ou bien les alios, comme on l'appelle en Wolof. Et également les premières notions de piété, donc comment faire la prière, les ablutions, les invocations, etc. Des témoignages oraux recueillis autour de Tombouctou par des anthropologues maliens et européens, donc cités dans plusieurs chapitres de l'ouvrage du professeur Souleymane Bachir Diagne, The Meanings of Timbuktu, décrivent encore au XXe siècle ce type de formation de base, donc qui prolonge très probablement des pratiques bien plus anciennes. Donc, même au XXIe siècle jusqu'à présent, au Sénégal, dans les régions, ça existe jusqu'à présent. Il y a donc le niveau intermédiaire, après le niveau primaire, où on passe à l'étude de textes abrégés de fiqh malikite. Par exemple, des résumés du Muhtasar de Khalil. On apprend également la grammaire de base et la mémorisation de poèmes didactiques en métrique arabe, donc comme les poèmes de Imrul Qais par exemple. Il y a une tablette en bois conservée au musée de Kebranli, donc qui a été collectée en Sénégambie en 1742, qui contenait donc un poème d'Imrul Qais.
et donc qui servait de support pédagogique aux élèves de l'époque. Et pour le troisième niveau, donc qui est le niveau le plus élevé, on entame le commentaire de textes classiques comme le fiqh, le usul al-fiqh, la théologie, la logique, l'écriture de traités originaux ou de fatwa. On participe également à des débats publics. Donc, on a un peu une idée donc, du parcours qu'il fallait faire pour participer au débat public, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où on voit des gens qui peinent même à maîtriser, qui sont comme moi, qui ne maîtrisent même pas le 10e du Coran et qui se permettent de participer au débat public sur des questions religieuses. Alors, les manuscrits de Tombouctou confirment cette progression. Donc, il y a Charles Stewart, dans son enquête sur le contenu de 31 bibliothèques privées, montre qu'une part importante des fonds est constituée précisément de manuels de niveau intermédiaire et supérieur en fiqh, en grammaire et logique, ainsi que de commentaires locaux, ce qui reflète un système où l'enseignement avancé est largement diffusé. Alors, les ijazat et les isnad, donc et également les statuts de l'enseignement. Par rapport aux ijazat et isnad et au statut de l'enseignant, les recherches récentes sur l'intellectual history de Tombouctou soulignent que les maîtres tombouctiens s'inscrivent pleinement dans la culture islamique de l'isnad. L'isnad, c'est la chaîne de transmission. Ousmane Omar Khan, par exemple, montre en dépouillant les biographies savantes que les ulama de Tombouctou mentionnent systématiquement leurs maîtres et les chaînes qui les relient aux autorités maghrébines et orientales. Les ijazat, donc les ijazat, c'est les diplômes. C'est ce mot qui a probablement donné le mot lijaza en Wolof, parce qu'il y a beaucoup de mots Wolof dérivés de l'arabe. Les ijazat délivrés à la fin d'un cycle d'études, parfois recopiés dans les marges des manuscrits, fonctionnent comme des diplômes. Elles autorisent l'élève à enseigner un texte donné, à transmettre un commentaire, voire à prononcer des fatwas. Stewart signale que nombre de manuscrits tombouctiens portent ces marques de propriété et de transmission, ce qui permet de reconstituer des mini-généalogies pédagogiques. Pour le statut de l'enseignant est ainsi double. L'enseignant a un statut juridique, donc il est souvent qadi, mufti également. Donc qadi, c'est en quelque sorte celui qui est chargé des questions donc, juridiques. Mufti, donc qui est chargé également de qadi, c'est beaucoup plus par rapport au jugement et autres. Mufti, c'est par rapport peut-être aux avis, donc les avis juridiques sur des questions, sur certaines questions, les avis juridiques et les jugements, donc qadi, jugement, mufti, avis juridique, ou au moins jurisconsulte reconnu dans la ville. L'autre statut, c'est un statut spirituel, donc il peut être cheikh soufi, détenteur d'une baraka transmise, ce que relaient largement les traditions orales. Donc tout ça, c'est des modèles que nous connaissons au Sénégal. Au Sénégal, nous avons connu donc de grands qadis, comme Qadi Amar Fall, par exemple, ou Qadi Madiakhate Kala, donc qui étaient chargés donc d'assurer donc les jugements, de régler donc les conflits juridiques, mais aussi ils étaient également chargés de donner donc des avis quand une telle ou telle situation se présentait et nécessitait donc une intervention d'un spécialiste juridique ou bien d'un juriste. Pour la sociologie des étudiants et rayonnement géographique. Voilà, désolé. Sociologie des étudiants et rayonnement géographique. Origine géographique des étudiants. C'est là où on va vraiment voir l'influence de Tombouctou sur la diffusion de l'islam. Les travaux de Mati, donc il s'agit d'une thèse de doctorat sur l'histoire de Tombouctou, et les synthèses de l'UNESCO convergent. Convergent donc vers le fait que les étudiants présents dans les mosquées et écoles de Tombouctou
viennent de toute la boucle du Niger et au-delà. Par exemple, le Niger actuel, le Burkina Faso, le Nigeria, donc connu également sous le nom de Hausaland, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée, voire plus à l'est. Les manuscrits et correspondances, donc les correspondances également sont de très parfaites preuves de la diversité géographique. Donc les manuscrits et correspondances examinés par Enwick montrent des familles de marchands Hausa, donc qui envoyaient leurs fils étudier à Tombouctou avant de revenir à Kano ou à Katsina. Des lignages maraboutiques mauritaniens entretenaient des liens réguliers avec les maîtres sankoré. Et tout le monde connaît la profonde connexion donc dans la durée entre le Sénégal et la Mauritanie sur le plan islamique. Des savants également du Massina, du Fouta et du Bornou, qui avaient dans leur cursus un séjour d'études dans la ville. Ainsi, lorsqu'on parle de Tombouctou comme centre d'enseignement, il faut imaginer une population étudiante transrégionale qui fait de la ville un véritable campus sahélien avant la lettre. Donc, pour les différents statuts sociaux et financement, donc pour montrer que c'était vraiment un système organisé et huilé, les étudiants appartiennent à des milieux variés. Donc, il y a donc des fils de marchands aisés capables de financer de longs séjours. Il y a des membres de familles maraboutiques pour qui l'étude est un prolongement de la vocation lignagère. Il y a également les jeunes issus de groupes pastoralistes ou ruraux, parfois pris en charge par un maître en mode de ce que nous appelons aujourd'hui talibé, même si c'est très loin de ce que nous avons actuellement au Sénégal. Donc, ces étudiants qui sont en mode talibé sont nourris par l'aumône. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aumône que nous avons actuellement à Dakar ou dans nos villes. Ou donc les réseaux du WACF. Donc, les WACF sont donc les sources manuscrites attestent de fonds de WACF, donc bien. Donc, les WACF, c'est des sortes de biens communs dédiés à l'entretien des mosquées, au salaire des maîtres et parfois à l'hébergement d'étudiants donc, qui n'ont pas de moyens. Enwick, dans ses études sur les actes juridiques de Tombouctou, note par exemple des donations de livres ou de maisons pour les étudiants de la science religieuse. Les traditions orales recueillies à Tombouctou et dans les villages environnants évoquent encore aujourd'hui des familles protectrices qui prenaient en charge les étudiants du Coran. Donc, même au Sénégal, jusqu'à une période très récente, le système de parrainage existait donc, par rapport aux Dara qui se trouvaient dans les quartiers et les familles qui étaient dans les environs. Donc, généralement, ils leur fournissent la nourriture ou parfois même de petites parcelles à cultiver. Parce que les talibés d'avant, c'était pas la mendicité 24 heures sur 24. Une bonne partie de leur temps était également consacrée à l'agriculture. Alors, ces récits éclairent le rôle des communautés dans la reproduction d'un système éducatif participatif, où la ville entière se sent responsable de la formation des futurs oulémas. Donc, les oulémas, c'est les savants. Alors, on a des exemples de figures savantes et pratiques pédagogiques, comme par exemple Ahmad Bawa al-Timbukti, donc qui a vécu entre 1556 et 1627. Donc, il y a un article de l'Oxford Research Encyclopedia of African History consacré à Ahmad Baba, qui rappelle qu'il est l'un des savants les plus prolifiques et respectés de Tombouctou, auteur d'ouvrages de fiqh, de biographie, de grammaire et de théologie. Au-delà de sa production écrite, sa pratique pédagogique est essentielle pour comprendre le fonctionnement de la ville comme centre d'enseignement. Donc, il enseigne à Sankoré, attire des étudiants de par sa renommée, attire des étudiants de toute la région, commente des textes classiques malikites. Ces cours sont centrés sur la lecture et le commentaire charh. Donc, le charh, c'est quelque chose de très prestigieux, mais de très difficile également, qui nécessite de très, très grandes connaissances donc, dans le milieu islamique. Le charh, c'est les commentaires. Le maître lit le texte de base
donc l'explique mot à mot, puis ouvre la discussion aux étudiants avancés. Des témoignages indirects, par exemple, donc dans ses propres écrits où il mentionne ses maîtres et élèves, laissent entrevoir des sessions d'enseignement collectif, donc parfois très fréquentes également. Même s'il a fini donc par s'exiler à Marrakech après la conquête marocaine de 1591, donc ça n'a pas mis fin donc à sa vocation. Il a donc continué à y enseigner, donc il a enseigné à Marrakech, ce qui n'était pas évident à l'époque. Ce qui illustre donc la portabilité et la pédagogie tombouctienne et montre que les maîtres de la ville sont pleinement intégrés au réseau savant du Maghreb. Donc souvent, c'est la plupart des Maghrébins que je rencontre, souvent ils me disent qu'ils ont des problèmes pour exploiter donc les documents qui ont été écrits par les savants de l'Afrique saharo-sahélienne, de l'Afrique saharo-sahélienne. Mais le contraire est très facile. Donc, c'est ce qui ont appris localement, qui ont fait tout leur cursus localement, une fois qu'ils se retrouvent au Maghreb et même dans le monde arabe. Donc, ils peuvent très facilement avoir accès donc, aux documents, les exploiter, les lire, les traduire et tout. Donc, pour montrer vraiment l'efficacité et la profondeur de la connaissance donc, euh, que fournissait donc, ce système d'enseignement. Alors, il y a également Mohamed Bahayoho, donc pour gagner du temps, je vais peut-être juste le citer. On va parler, il y a également la famille Kunta, il y a beaucoup de profils qu'on peut prendre en exemple, mais comme, bon, pour gérer le temps, je ne citerai que Ahmed Baba. Alors, le rôle des bibliothèques et du livre dans l'enseignement. Les bibliothèques privées et capitales scolaires. Toujours avec les travaux de John Henwick et de Charles Stewart, on peut voir que l'enseignement à Tombouctou repose sur l'existence d'un réseau dense de bibliothèques privées appartenant à des familles savantes. Henwick signale dès les années 2000 l'existence d'une vingtaine de grandes bibliothèques dans la ville même, donc en 2000. Donc c'est des données vraiment contemporaines et contextuelles. Stewart a depuis élargi ce chiffre en inventoriant plus de 30 collections majeures. Donc 30 collections majeures à Tombouctou, ce qui est énormissime. Stewart, dans son article What's in the Manuscript of Tombouctou, s'appuyant sur un inventaire de plus de 350 000 manuscrits, montre que la majorité des textes relèvent du droit malékite, de la théologie et des sciences coraniques. Un nombre significatif de manuscrits concerne les sciences du langage, comme la grammaire, la rhétorique. Un corpus non négligeable est consacré aux sciences rationnelles, donc comme la logique, l'astronomie, la médecine, les mathématiques. Cette composition reflète directement les besoins de l'enseignement. Les bibliothèques sont à la fois outils pédagogiques, donc c'est des réservoirs de textes pour les cours, mais également c'est des supports de légitimité. Posséder certains ouvrages rares confèrent prestige et autorité. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile comme aller télécharger sur Internet ou aller acheter à la bibliothèque. Il y a également donc les copies, les commentaires et ce qu'on appelle marginalium. Donc pour les marginalium, c'est les notes marginales, donc qui étaient un aspect très important. Les manuscrits tombouctiens portent les traces de la vie quotidienne des écoles. Donc il y a des notes marginales où des étudiants écrivent des résumés, posent des questions, ajoutent donc des exemples locaux. Il y avait également donc les colophones qui indiquent le nom du copiste, la date de copie, parfois le tarif payé. Il y avait également les ex-libris où sont écrits les noms des maîtres successifs ayant possédé donc le manuscrit. Ces éléments mis en valeur donc dans des articles récents sur l'archive iconique de Tombouctou permettent de voir l'enseignement non comme une simple transmission verticale,
mais comme un processus collectif d'appropriation du savoir, où le texte circule, est annoté, recommandé, traduit au fil des générations. L'oralité pédagogique, donc ça, c'est des aspects purement, bon, je dirais, africains, parce que l'islam vient de l'Orient, donc peut-être les méthodes et les façons de faire n'étaient pas exactement les mêmes. Ça n'a pas empêché donc aux communautés locales d'adopter donc des stratégies pour assurer l'adaptation donc de la religion par rapport à leur réalité locale. Donc par rapport à ça, nous avons l'oralité pédagogique, l'adjami et la vernacularisation du savoir. Peut-être je dirais également adaptation du savoir, puisque certains n'aiment pas ce terme de vernacularisation. Pour l'oralité pédagogique, donc la performance orale et pédagogique, bien que centrée sur des textes écrits, la pédagogie tombouctienne est profondément orale. Donc, à la base, l'Afrique subsaharienne particulièrement est une société traditionnellement orale. Des chercheurs comme Goulam, en travaillant sur les manuscrits et les traditions orales du Moyen-Niger, montrent que la récitation, le chant, le débat public sont au cœur de la transmission. Dans la pratique pédagogique, le maître lit le texte en arabe, souvent sous forme de vers didactiques. Il commente à haute voix en expliquant en arabe, puis en langue locale, comme des langues telles que la langue Songhai, Peul, Tamashek, Bambara, etc. Les élèves répètent, scandent, mémorisent. Donc ça aussi, c'est un modèle que nous avons pratiquement tous connu, un modèle d'apprentissage et d'enseignement que nous avons pratiquement tous pratiqué. Bon, en tout cas, ceux qui ont fréquenté les écoles coraniques. Des séances publiques également sont organisées lors des fêtes religieuses où l'on récite des poèmes sur la vie du prophète, des panégyriques de saints locaux. Donc ça, vraiment, ça laisse vraiment penser aux pratiques donc, contemporaines que nous avons actuellement au Sénégal lors de nos cérémonies religieuses. Donc pour montrer un tout petit peu l'origine de telles pratiques et leur ancienneté. Ces performances, décrites par des témoins et par des traditions orales, assurent une diffusion horizontale du savoir. Donc la diffusion, elle est horizontale. Même ceux qui ne suivent pas un cursus complet entendent les textes, apprennent des formules, s'imprègnent de la vision islamique du monde. Donc ça également, c'est... Parfois, on parle de Djangum Gumba, donc dans le langage Wolof. Donc, on est dans un environnement où, donc avec la forte oralité donc, de nos sociétés appliquées à l'islam et à ses connaissances, même en étant incapable de lire ou d'apprendre à travers les textes, on peut quand même, donc, connaître pas mal de choses donc, sur l'islam. Il y a également les Adjamis, donc les Adjamis et les traductions locales, toujours dans The Meanings of Tombouctou, et les inventaires récents donc, des manuscrits. On a constaté la présence de textes en Adjami. Donc les Adjamis sont très populaires. Donc les Adjamis, c'est les textes africains, c'est les textes en langue, ou bien c'est les langues africaines écrites en caractère arabe. Donc ça, c'est très, même jusqu'à présent, c'est ce qui sont donc issus des Dara lorsqu'ils commencent à exercer certains métiers comme le commerce et autres dans les marchés. Tu vois que ils parviennent à écrire donc les commandes des clients, à écrire des, comment dire, à écrire des reçus et tout dans la langue Wolof, mais en utilisant les caractères arabes. Donc ça, c'est des pratiques qui ont subsisté jusqu'à présent. On y retrouve également des traductions de prières et d'invocations, des résumés de fiqh, des poèmes moraux et mystiques dans les langues locales. Donc la poésie également qui est jusqu'à présent très pratiquée. La plupart des grands écrivains donc, du Sénégal, en tout cas islamiques du Sénégal, la plupart de leurs productions, c'est des poèmes. D'accord, c'est noté.
Bon, je vais donc automatiquement passer à une question centrale du thème, les mécanismes de diffusion. Pour les mécanismes de diffusion, pour les mécanismes de diffusion, donc on a 4 principaux éléments: le commerce, le pèlerinage, le soufisme et l'écriture. Donc de nombreux acteurs cumulent les fonctions de marchands, lettrés et parfois marabouts. Donc ils ont plusieurs profils. Les études donc sur les Diola, les Hausa et autres, donc diaspora commerçante, montrent que ces groupes ont construit des diasporas marchandes islamisées connectées aux centres savants comme Tombouctou, Djenné ou Kano. Concrètement, la diffusion se fait par l'implantation de quartiers musulmans dans les villes non encore majoritairement islamisées, la construction de mosquées, de marchés, donc le long des routes commerciales, la fondation de Zawiya, donc ça c'est des choses que nous connaissons parfaitement au Sénégal et qui viennent d'ici. Donc la fondation de Zawiya ou de petites écoles coraniques, donc ça aussi ça a existé jusqu'à une période plus ou moins récente, mais ça a tendance à disparaître parce qu'avec la modernité, maintenant nous avons des instituts modernes et des internats. La diffusion de modèles de moralité marchande islamique, comme par exemple l'interdiction de la fraude, les contrats formalisés, les zakats, etc. Beaucoup de ces marchands se forment à Tombouctou, où ils envoient leurs enfants, puis se dispersent avec un bagage doctrinal et une capacité à abriter les conflits selon le fiqh malikite, ce qui renforce leur prestige et contribue à l'islamisation des sociabilités commerciales. Il y a également le pèlerinage et les circulations à longue distance. L'empereur Songhai Askia Mohammed effectue un pèlerinage spectaculaire au début du XVIe siècle. Donc, il décrit par les sources soudanaises et maghrébines. Bon, désolé, je vais un peu sauter cette partie parce qu'il y a une contrainte de temps. On va directement on peut directement prendre un cas pratique, par exemple le Niger moyen et le Massina, dans la boucle du Niger. Dans la boucle du Niger, le Massina Peul fournit un exemple exemplaire d'islamisation structurée autour de lignages savants formés à Tombouctou ou en lien étroit avec elle. Les sources manuscrites et orales font apparaître des familles maraboutiques qui, à partir du XVIIe siècle, développent des réseaux d'écoles coraniques tels que des zawiyas et des villages maraboutiques. Lorsque, au XIXe siècle, le djihad de Sékou Amadou le djihad de Sékou Amadou déclare l'état Peul du Massina, celui-ci se réclame d'une orthodoxie malikite nourrie par la tradition savante de Tombouctou. Même si la capitale se déplace vers Hamdallahi, les débats internes sur l'application de la loi islamique, la gestion des esclaves et des non-musulmans se réfèrent souvent à un corpus doctrinal diffusé longtemps via Tombouctou. Le Hausaland également, tels que Kano, Katsina et Gobir, les historiens du Nigeria précolonial montrent que les villes Hausa ont entretenu des liens continus avec les centres sahéliens de savoir, dont Tombouctou. Des savants Hausa partent étudier dans les madrasas de Tombouctou, tandis que des manuscrits circulent en sens inverse. Donc on a constaté l'essor des écoles coraniques urbaines à Kano et Katsina, des chaînes de transmission savantes, donc mentionnant explicitement des maîtres tombouctiens dans les Hijaz et des ulémas. Il y a également un exemple très concret, l'exemple de Ousmane Dan Fodio de Sokoto. Lorsque le djihad d'Ousmane Dan Fodio éclate au début du XIXe siècle, le discours réformiste de Sokoto s'inscrit dans un paysage intellectuel où l'héritage de Tombouctou est présent, tant par les textes que par les pratiques pédagogiques malikites. Ousmane Khan souligne par exemple que la République des lettres ouest-africaines, dont Tombouctou est un symbole, qui fournit une boîte à outils doctrinale pour ces mouvements de réforme. Bon, je vais
continuer à... Bon, je souhaite également cette partie. Il y a le monde mandé et les marges forestières, donc pour montrer un peu l'étendue de l'influence de Tombouctou. Il y a également le Sahara occidental et la façade atlantique, à savoir donc la Mauritanie et le Sénégal, où les relations entre Tombouctou et les centres savants tels que Chinguetti c'est en Mauritanie, ou Boutélimite, qui sont documentés, où il y a des lignages de Zawiya, tribus maraboutiques, donc circulant entre le Sahara et le Niger, échangeant manuscrits et fatwas, ainsi que des étudiants, l'échange d'étudiants. Plus à l'ouest, au Fouta Toro, donc au Sénégal, et au Fouta Djallon en Guinée, l'islamisation des élites et des paysages est associée à des chaînes savantes et confrériques qui remontent en partie à Tombouctou. Dans les récits Peul et Toucouleur, les marabouts fondateurs des grands foyers de réforme ont souvent étudié ou obtenu des ijazas auprès des maîtres sahéliens connectés à la ville de Tombouctou. Des manuscrits originaires de Tombouctou ou copiés selon des modèles tombouctiens sont conservés dans les bibliothèques privées des familles maraboutiques du Sénégal et de la Mauritanie, comme l'ont montré les travaux récents d'inventaire de manuscrits ouest-africains. Donc, dans les familles au Fouta Toro, il y a donc pas mal de documents donc, qui sont détenus, conservés par ces familles et qui attestent donc cette connexion entre donc, les savants du Fouta Toro, leurs maîtres, et les origines qui remontent jusqu'à Tombouctou. Bon, là, bon, je vais être obligé de sauter pas mal de parties pour peut-être en venir. Il me reste combien de minutes? On lui donne combien? C'est bon. Pardon? C'est bon. On lui donne Alors, je vais... On peut vous donner 5 minutes pour terminer. Bon, d'accord, je pense que l'exposé a clairement peut-être plus ou moins montré. Donc, l'essentiel a été dit en tout cas. Je vais directement aller au contexte contemporain. Ou bien, donc, je vais aller vers une synthèse pour juste dire que Tombouctou, donc héritage épicentre contemporain de Tombouctou, on peut retenir donc en 5 points Tombouctou, un centre symboliquement central, donc carrefour caravanier, centre d'enseignement et foyer manuscrit, donc qui condense des fonctions clés, qui lui confère un poids unique dans l'histoire de l'islam africain. Vecteurs multiples et imbriqués, donc la diffusion de l'islam a opéré via marchands, lettrés, pèlerins, lignage maraboutique, étudiants, manuscrits et performances orales, créant un processus islamisateur profond. Une production locale de l'islam également. L'islam de Tombouctou n'est pas seulement une simple importation, donc ça c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas une simple importation, mais une création sahélienne, avec des manuscrits témoignant d'un travail doctrinal, juridique et mystique. Et il y a également l'hybridation et les négociations. La diffusion a reconfiguré les cultures pré-islamiques, donc résultant en des hybridations profondes visibles dans les épopées, les rituels et les structures sociales. Donc, c'est toujours une histoire en cours, c'est pas du passé. Donc, les manuscrits, les saints et les mosquées de Tombouctou continuent d'influencer les débats contemporains sur l'identité islamique et le patrimoine africain. Donc, actuellement, là, c'est l'actuelle bibliothèque de Tombouctou, déplacée au Mali à cause des récentes questions sécuritaires. Donc, il y a donc des manuscrits qui se comptent par des milliers qui sont conservés donc dans cette bibliothèque. Une des bibliothèques de Tombouctou, c'est celle de Mama Aïdara, conservée par Abdulkader Aïdara, ou des travaux de conservation, de numérisation, donc ils sont intensément menés. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je cède la parole à la modératrice. Merci beaucoup, M. Traoré, pour la qualité de la présentation et la valeur des informations fournies.
Nous allons à présent passer aux questions. En ce qui concerne les questions, je rappelle que vous pouvez les écrire sur le chat ou bien on vous donne la parole pour que vous puissiez poser directement la question à l'invité. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez nous citer quelques principaux savants de Tombouctou? Euh, et quelle fut la nature de leur contribution à la pensée islamique? Ah oui, cette partie, bon, je me suis rendu compte qu'on avait une contrainte de temps parce que j'avais commencé par citer Ahmed Baba. Mhm. Donc, il y en avait d'autres. C'est une très bonne question parce que en histoire, nous avons toujours besoin de preuves, en quelque sorte, donc, qui attestent ce qui est raconté comme étant donc des faits qui se sont produits dans le passé. Et Ahmad Baba est un individu qui a existé, dont ses productions donc, sont toujours visibles, présentes, n'est-ce pas, consultables à Tombouctou. Et son influence donc, ne s'est pas tout simplement limitée à Tombouctou, mais son influence donc, s'est étendue jusqu'au Marrakech, où il s'est exilé après la conquête de 1591. Donc, Ahmed Baba était un grand spécialiste donc, du charh, donc, parce que les charh, les commentaires ne sont pas faciles. C'est extrêmement difficile. En tout cas, tant qu'on est dans un cadre vraiment sérieux, on ne sait pas du wax sa khalat, mais un commentaire donc fondé sur des connaissances solides et profondes, Ahmed Baba en était une référence. Et comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile de voir donc un arabisant, un savant, donc en tout cas des sciences arabo-musulmanes, issu du Maghreb ou de l'Orient, être vraiment à l'aise donc dans nos régions, du point de vue parce qu'on a parlé de l'adaptation un tout petit peu donc de l'enseignement et de la production islamique, donc où il y a donc pas mal d'altérité, il y a eu pas mal comment dire, parce que les savants parfois ils étaient tellement flexibles dans la manière d'enseigner, donc raison pour laquelle quand ils viennent ici, donc c'est un peu difficile. Mais la plupart des gens donc, qui sont issus de nos régions, donc qui ont appris dans nos régions, qui ont été formés dans nos régions, lorsqu'ils se rendent donc euh, au Maghreb ou bien dans le monde arabe, donc ils sont très facilement, ils se retrouvent très facilement dans le contexte académique. Donc ils ont la facilité donc d'étudier, d'apprendre, donc d'exploiter les documents et tout, n'est-ce pas? Donc Ahmed Baba en est donc une preuve tangible. Il a quitté Tombouctou, il est allé s'installer à il est allé s'installer à Marrakech, où il a continué à enseigner. Et quelles écoles juridiques Après, je prends, théologiques? oui, bon, je peux prendre un autre exemple D'accord. pour mieux contextualiser. Il y a donc la famille Kunti, par exemple. La famille Kunti, quand on fait donc la chaîne, si on fait la chaîne de la famille Kunti, donc, euh, leur source remonte jusqu'à Tombouctou. Donc, c'est une très, très, très longue chaîne. Et ils ont eu à influencer tous les mouvements qui sont venus après, peut-être pas la Tijania, mais en tout cas, la famille Kunti et après donc la Khadria, qui est un tout petit peu l'ancêtre donc des confréries. Donc, cette famille a joué un rôle extrêmement donc important dans la diffusion et la ramification donc de l'islam et de tout ce qui tourne autour, à savoir l'enseignement, l'apprentissage, de Tombouctou jusqu'au Sénégal, en passant par la Mauritanie. Donc ça, c'est entre autres des exemples que je peux prendre de savants de Tombouctou qui ont marqué leur époque et qui ont impacté la sous-région. Quelles écoles juridiques, théologiques et mystiques dominaient à Tombouctou? Et comment se sont-elles diffusées vers les régions voisines? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Quelles écoles juridiques, théologiques et mystiques dominaient à Tombouctou? Bon, la principale école, c'est l'école malikite.
Mais jusqu'à présent, c'est perceptible. Le Sénégal, bon, nos régions, c'est tout récemment quand peut-être d'autres étudiants sont partis étudier dans un modèle un peu différent donc de nos modèles traditionnels qu'on a commencé à connaître peut-être d'autres écoles juridiques, d'autres mazhab. Mais la principale école juridique, c'est le fiqh malikite que nous connaissons nous, au Sénégal. Bon, en fait, je veux dire à Tombouctou. Donc, je dis au Sénégal parce que c'est une sorte de continuité. Mais à Tombouctou, c'était donc l'école malikite qui dominait. Au début de votre présentation, vous avez parlé d'écoles de Djenné, de Gao et de Kano. Et en quoi la ville de Tombouctou se distingue-t-elle de ces autres centres islamiques? Oui, effectivement, parce qu'il fallait le préciser pour montrer que par rapport au sujet, il y avait d'autres centres de diffusion. Mais par rapport à Tombouctou, c'est la densité. C'est d'abord l'envergure des institutions, avec notamment, on a cité le triptyque Sankoré, Sidi Yahya et Djinguereber, donc que l'on retrouve nulle part ailleurs. Donc, dans une ville, qu'on ait donc ces trois grands centres, c'est pas évident. Et après également, il y a donc les multitudes donc autres écoles et mosquées que l'on retrouve un peu partout dans la ville. C'est pourquoi on a parlé de ville-école. Donc, c'est la densité des lieux d'apprentissage, des lieux d'études et d'enseignement et d'apprentissage qui fait de Tombouctou, qui fait la différence par rapport entre Tombouctou et aux autres régions. Comment les manuscrits de Tombouctou contribuent-ils aujourd'hui à la relecture de l'histoire de l'islam en Afrique? Oui, bon, ça c'est le principal challenge actuellement. Parce qu'au début, d'abord, il y a eu de grands travaux, de grands efforts qui ont été fournis, donc vraiment par des gens au Mali. Je peux citer Abdelkader Aïdara, donc, qui a fondé donc, la bibliothèque, le mémorial Mama Aïdara en 2000, où il s'est occupé. Parce qu'avant, les manuscrits étaient détenus par les familles, parce que je l'ai tantôt dit dans mon exposé. Donc, j'ai dit que les manuscrits représentaient une valeur immense pour ces familles, n'est-ce pas? Donc, c'était pas évident pour eux de s'en séparer. Mais, grâce aux efforts consentis par Maman Aïdara et d'autres acteurs, ils ont pu convaincre les familles. Ils ont pu convaincre ces familles-là de remettre ces manuscrits aux autorités dédiées pour que ces autorités-là puissent assurer leur conservation. Parce qu'on assistait malheureusement à de multiples séries de destructions donc, de ces manuscrits dus aux intempéries, dus aux mauvaises conditions parfois de conservation. Et donc jusqu'à une période récente, en tout cas jusqu'au début des années 2000-2010, l'essentiel du travail, c'était donc le travail de collecte. Après, normalement, on devait avoir la phase donc, de traduction et d'exploitation en tant que telle. Mais malheureusement, il y a eu les événements donc, de 2012 avec l'arrivée des djihadistes donc, qui avaient pris pour cible ces manuscrits et qui avaient organisé donc, une vaste campagne de pillage donc, de ces manuscrits. Et après, bon, à partir de là, la question n'était plus une question d'exploitation et de traduction, mais c'était une question de sauvetage. Conserver, sauver les manuscrits. Donc, raison pour laquelle ils ont été déplacés bon, en tout cas, pour la collection de Mama Aïdara, donc elle a été déplacée de Tombouctou à Bamako, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à présent, la question, c'est beaucoup plus une question de conservation, de numérisation et autres. Mais pour répondre vraiment à votre question, pour qu'on ait un apport significatif de ces manuscrits-là dans la réécriture ou bien dans la documentation même renforcée de l'histoire de l'Afrique, il va falloir qu'on passe donc à cette étape, l'exploitation, la traduction et tout, pour pouvoir en tirer donc les informations nécessaires, les informations donc pertinentes dont les historiens ont besoin donc, pour pouvoir faire leur étude historique. En tout cas, pour ce qui est du cas de Tombouctou. Et une dernière question avant de passer il y a 2 questions sur le chat. Comment les pouvoirs politiques successifs
empires et depuis l'indépendance, les États ont-ils soutenu ou encadré la production savante de Tombouctou? Ah oui, pour les empires, parce que les deux grands empires qui ont eu à, bon, je dirais, contrôler Tombouctou, c'est l'empire du Manding et celui du Songhai. Pour l'empire du Manding, donc la mosquée de Djinguereber a été construite entre 1325 par Kanka Moussa. Donc là, c'était vraiment une œuvre donc gigantesque, donc réalisée par Kanka Moussa, qui avait investi, qui avait donc amené un architecte, j'ai oublié donc son origine. En tout cas, il avait consenti des efforts énormissimes pour la réalisation de cette mosquée. Et après, donc, la construction de cette mosquée, donc, comment dire, de Djinguereber. Donc, déjà, rien que ça montre, c'est un signe de la volonté, donc, du souverain Kanka Moussa, donc, de renforcer, parce il venait juste de rentrer de la Mecque lors de son pèlerinage, donc, de renforcer la puissance islamique dans la région. Après, également, on peut citer avec l'Empire Songhai l'exemple d'Askia Mohamed. Donc, Askia Mohamed, lui, il est principalement connu pour son penchant envers les savants musulmans. Donc, lui, c'est vraiment un souverain qui a considérablement contribué au rayonnement donc, des oulémas, donc les savants. Donc, en appuyant, en renforçant donc, les enseignements et les apprentissages des sciences arabo-musulmanes. Donc, on peut prendre ces deux exemples pour montrer un tout petit peu donc, le support que donc, des souverains ont eu à faire par rapport à Tombouctou et à ses savants. On va prendre une question sur le chat. Elle demande, il y a même une camarade qui demande comment était organisée la vie sociale de Tombouctou avant l'arrivée de l'islam. Oui, ça c'est intéressant parce que Tombouctou n'est pas un vide pré-islamique. Donc il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été menées depuis 1902 par Deslagne, Insol également, un archéologue qui a fait des fouilles importantes à Tombouctou. Il y a également Suzanne Erod McIntosh, donc le fameux couple McIntosh Suzanne Erod McIntosh qui ont fait des fouilles considérables à Tombouctou. Et on a retrouvé des traces d'occupation qui remontent à la préhistoire. Donc c'est une très longue, donc il y a eu de très longues phases d'occupation remontant à une époque ou bien à des époques très anciennes à Tombouctou. Alors là, ça va être donc, je peux dire, pour pouvoir traiter ce thème, ça va être un autre exposé carrément. Donc parce que là, on va carrément donc travailler sur les résultats archéologiques issus des fouilles qui ont été menées par ces auteurs. Parce que pour la période islamique, elle correspond donc plus ou moins à la période de l'écriture. Donc il est facile d'avoir des sources, des informations à travers les manuscrits. Mais pour la période pré-islamique, c'est un peu le cas général pour la plupart des sociétés donc, africaines. C'est des sociétés orales. Actuellement, donc, le vrai challenge en archéologie, c'est ça. À travers l'archéologie, on essaie de documenter donc, les phases où il n'y avait pas encore l'écriture. Ce qu'on a par rapport à ces périodes, donc c'est les traditions orales qui peuvent être parfois difficilement exploitables grâce à leur carence, je veux dire à cause de leur carence et parfois à cause de beaucoup d'inexactitudes. Donc il y a l'archéologie qui est là pour répondre à ces questions. Mais Tombouctou était une ville, au-delà de la tradition donc orale qui dit que c'est une ville qui a été fondée par des nomades avec l'histoire de la femme, Timbuktu et tout ça. Mais c'est une ville qui a existé ou bien où il y a eu des occupations depuis la préhistoire. Mais en archéologie, les occupations, souvent, c'est des occupations par séquence. Donc, on peut retrouver sur un site des vestiges donc, qui correspondent à une occupation durant une phase, après abandon, occupation, abandon, etc. Mais l'occupation continue, en tout cas, remonte au plus tard vers les 9e, 10e, et c'est à partir du 11e, 12e siècle qu'on a constaté une véritable occupation fixe et continue, donc avec les nomades. Mais bien évidemment, je confirme, depuis la préhistoire, donc il y a eu des phases d'occupation à Tombouctou.
attestés par l'archéologie notamment. Bon, après, je pourrais partager également des articles et des références sur ça, donc sur la question des résultats archéologiques, donc qui montrent une occupation antérieure à la période islamique. Bref, je dis que Tombouctou n'est pas un vide pré-islamique. Il y a une autre question de Maïmouna Kamara et de... Lui, il n'a pas de nom, c'est écrit le nouveau, qui sont un peu complémentaires. Euh, En quoi la diffusion de l'islam a-t-elle modifié les structures de gouvernance et les systèmes juridiques locaux? L'islam a-t-il renforcé ou, au contraire, affaibli les hiérarchies sociales traditionnelles? Oui, pour la première question, désolé, pouvez-vous répéter la première question? En quoi la diffusion de l'islam a-t-elle modifié les structures de gouvernance et les systèmes juridiques locaux? Ok. Donc, évidemment, donc l'islam n'a pas été une simple religion donc, qui est venue pour changer les pratiques en tant que telle, mais son impact s'est vu à plusieurs niveaux. Sur le plan politique, j'ai donné l'exemple de Mahali et Askia Mohamed, par exemple. Askia Mohamed qui demandait des conseils à Mahali, qui est du Maghreb. Donc, il s'appuyait sur les avis juridiques et politiques de Mahali pour gouverner. Donc là, c'est assez significatif par rapport à l'importance qu'accordaient certains souverains donc à l'islam. Kanka Moussa est son pèlerinage, bon, certains disent que c'est ce pèlerinage-là qui a vraiment mis en avant, en quelque sorte, l'Empire manding, donc rendant sa notoriété jusqu'au-delà de l'Atlantique. Il y a également la structuration donc, sociale par rapport aux institutions, comme on l'a dit. On a vu l'apparition donc des savants qui étaient à la fois des enseignants mais aussi des qadis, donc qui s'occupaient en quelque sorte du jugement. Les pratiques religieuses telles que les zakats, donc sur le plan économique, et les systèmes de commerce également, avec comment dire les critiques envers les pratiques donc de certains commerçants et tout ça. Donc l'islam avait un impact pratiquement sur tous les aspects de la société, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Sur le plan social, avec notamment si on prend l'exemple de Tombouctou, une ville-école, donc une ville qui était donc complètement rythmée par l'enseignement, par l'apprentissage donc des sciences arabo-islamiques. Et même jusque dans les traditions orales et autres, on voit que certaines épopées ont été un tout petit peu islamisées, ou bien on fait référence souvent à à certains aspects de l'islam, ou bien à certaines séquences historiques relatives en tout cas à l'islam. Donc, qu'on venait un tout petit peu greffer aux épopées mandingues. On connaît tous l'épopée de Sundiata Keita, qui est souvent comparée au conquérant Zulkarnaini. Donc, les Tombouctiens qui ont connu l'histoire de Zulkarnaini grâce au Coran, bien sûr, et à l'islam. Et l'association entre, ou bien la comparaison que l'on voit très souvent dans l'épopée mandingue entre Sundiata Keita et Zulkarnain. Donc, ça reflète complètement le profond impact que l'islam a eu dans la vie et dans la société à l'époque de manière générale. Mhm. Et la deuxième question? Hmm. L'islam a-t-il renforcé ou au contraire affaibli ces hiérarchies sociales traditionnelles? Oui, c'est une question très ouverte parce qu'il y a souvent des théories qui soutiennent qu'effectivement l'islam a été un facteur consolidant, renforçant un tout petit peu donc ces hiérarchies, ces systèmes politiques et ces hiérarchies sociales, et d'autres qui disent le contraire. Peut-être parce que bon, disons que les modèles n'ont pas été uniformes. Par moment, on en a connu certains, donc par autre moment, on en a connu d'autres.
Il y a eu le modèle, par exemple, d'Askia Mohamed. C'est ce qui oppose souvent Askia Mohamed à Soni Ali Ber, donc les deux grands empereurs du Songhai. Donc Soni Ali qui n'était pas comme Askia Mohamed vis-à-vis donc des savants et tout. Askia Mohamed qui s'appuyait sur les savants, qui organisait son royaume vraiment, son empire vraiment, sa gouvernance vraiment autour du système arabo-musulman, alors que pour Soni, c'était le contraire, raison pour laquelle dans les Tariq de Tombouctou, on voit une description presque diabolique de Soni Ali, alors que pour Askia Mohamed, c'est le contraire. Donc, Askia Mohamed est magnifié, les récits sur Askia Mohamed sont extrêmement positifs. Donc, pour dire que parfois, ça dépend donc de la méthode du conquérant, ça dépend de la méthode du prosélyte. Si, par exemple, par extension, je prends l'exemple au Sénégal de El Hadj Omar, d'un point de vue, d'un point de vue, donc avec l'expansion, avec son système d'islamisation et l'expansion de la Tijania, d'une part, on peut considérer que cela a vraiment créé une identité, cela a forgé donc plusieurs communautés. Mais d'autre part, certains disent que cela a par contre fragilisé des sociétés, comme par exemple les attaques qui ont été perpétrées contre les royaumes Bambara, donc ces attaques-là qui ont complètement détruit, déstructuré des royaumes qui étaient bien organisés, bien avant au Tekrour, par exemple, avec l'arrivée de l'islam au XIe siècle. Donc les Almoravides qui arrivent au au Tekrour au XIe siècle et qui islamisent donc la société, donc qui était à l'époque à travers son souverain Wardjabi. Donc à partir de cette séquence du XIe siècle, on a vu donc euh, après donc cette dynastie de Wardjabi, on a vu donc un autre groupe tenter de rétablir les croyances et les pratiques donc pré-islamiques. Donc dès lors il y a eu une opposition donc interne dans un même territoire de différents groupes causés donc par cette religion islamique. Ça a fini par créer donc des instabilités dans la mesure où donc ces désaccords par rapport à la religion ont fini par entraîner des conflits qui ont mené donc à la disparition de la dynastie de Wardjabi. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que parfois l'islam était à l'origine, donc l'islamisation ou bien l'approche du leader, de l'empereur, du roi ou bien du conquérant, son approche parfois créait donc des désaccords internes qui aboutissaient à des conflits, qui aboutissaient comment dire, à des batailles internes et qui finissaient par malheureusement donc marquer la fin de telle ou telle autre dynastie ou bien d'installer une instabilité durant pas pour une certaine durée. Mhm. Il y a une question complémentaire de le nouveau toujours. Il dit que l'arrivée de l'islam ne serait-elle pas à l'origine de la dislocation du Tekrour qui a facilité la disparition des grands empires africains? Oui, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, parce que une fois que la religion arrive, c'est pas, bon, c'est pas, même jusqu'au Sénégal, par exemple, on a connu durant une période très récente, des peuples qui ont montré leur réticence, ce qui cause parfois même leur déplacement. Ils peuvent quitter un territoire, ils peuvent donc s'entretuer entre communautés vivant dans un même territoire. Ils peuvent, ça peut installer donc une instabilité globale donc parmi des peuples qui vivaient pacifiquement, qui cohabitaient pacifiquement avant l'islam. Donc de ce point de vue, ça c'est vrai d'une part. Mais d'autre part également, l'islam arrive avec des connaissances donc qui ont largement contribué à l'évolution des sociétés également. Donc il y a des systèmes qui ont été créés, fondés sur la base donc de l'islam, et ces systèmes-là ont réussi
On peut prendre par exemple le régime des Almamis au Fouta Toro, donc qui avait bien réussi parce que ça leur avait permis de s'affranchir de l'esclavage de la Mauritanie. Ça leur a permis de faire face à la traite négrière avec Abdul Kader Khan, n'est-ce pas? Ça leur a permis quand même de connaître donc une très grande séquence donc de rayonnement et d'avancement social de manière générale, dans la mesure où l'islam vient avec tout un système donc d'organisation basé sur toujours sur donc les connaissances, parce que la connaissance c'est un élément fondamental donc dans nos sociétés. Je ne dis pas qu'avant l'islam les gens étaient des ignorants, non, mais le type de connaissances que l'islam a apporté, adopté et pratiqué par les sociétés, participait le plus souvent à leur évolution. Donc, parce qu'il y a des lois, il y a des législations, il y a des... Bon, juste un exemple, lors d'une visite que j'avais eue j'avais mené, je dirais, une enquête que j'avais menée auprès de la famille de Qali Amar Fall, donc son calife, qui me dit que c'est grâce au livre de fiqh Risala que les Almamis ont pu donc créer l'État des Almamis et le diriger convenablement. Parce que Risala, c'est un livre qui comporte beaucoup de chapitres sur tous les aspects de la vie, l'héritage, le mariage, le djihad, le commerce, etc. Donc, ça, c'est des exemples. En tout cas, c'est une question plus ou moins donc, à double réponse, parce que dans notre histoire, on a connu des cas où cela a été favorable, on a connu également d'autres cas où ça a été défavorable. D'accord. On va donner la parole à Mafal Diagne qui veut intervenir. Mafal Diagne. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bien, Je suis Mafal. Je suis étudiant au département d'histoire de l'UCAD. Je suis en master 2. Je vous salue, M. Traoré, de passage, avec qui j'ai une fois été sur le terrain pour une mission à Niodior régional. J'espère que vous vous souvenez de moi. Ah, mais bien sûr. Ok. Alors, si j'interviens, je ne sais pas si je vais dire une intervention ou bien une question, parce que vous êtes en train d'exposer sur un sujet très, très intéressant et qui m'avait beaucoup fasciné quand je faisais la licence 3, quand on étudiait l'architecture soudano-sahélienne. Et je pense que c'est là que je vais intervenir, parce qu'il y a une question qui s'est posée, qui demande par rapport à l'impact de l'islam sur les dynamiques d'organisation sociopolitique, je pense, dans l'espace de Tombouctou. Et par là, ce que je peux dire, c'est que l'islam, en tout cas moi, pour ce que je sais de cette histoire, c'est que l'islam a beaucoup impacté dès son arrivée, cet empire-là, du point de vue architectural. Parce qu'il y avait de nouvelles constructions qui venaient, donc qui étaient importées du monde arabe. Et ces constructions-là ont grandement modifié le mode de vie, parce que le mode de vie traditionnel tel que voulu par nos traditions africaines traditionnelles et ce que l'islam veut dans son mode de vie, c'est deux choses qui sont différentes. Donc si l'islam arrive avec ses exigences, ces nouvelles règles, forcément cette architecture-là va évoluer. Ce qui fait qu'on aura déjà l'avènement des mosquées, c'est déjà une nouvelle chose qui change dans l'architecture soudano-sahélienne, dans l'histoire médiévale. Parce que l'influence de l'islam dans l'histoire médiévale africaine ou bien soudano-sahélienne, c'est surtout ce changement architectural qui fait que les constructions qui autrefois étaient basées sur une organisation traditionnelle circulaire va changer pour maintenant se diriger vers ce que nous appelons la Kaaba. Et qu'à chaque fois, on a maintenant une nouvelle manière de construire déjà nos maisons, mais également on a une nouvelle manière de construire, on a de nouvelles constructions qui sont désormais les mosquées, mais également cette orientation des mosquées va affecter l'orientation des constructions des habitats. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que je n'aurai pas assez de temps pour en parler. Mais là où je voulais vous poser une question, c'est Tombouctou, on sait que les trois empires, à savoir le Tekrour,
l'empire du Songhai, l'empire Ghana, l'empire du Mali. Ce sont des empires qui ont façonné l'histoire médiévale africaine. Ce sont des empires qui sont indispensables à l'étude de l'histoire médiévale africaine aujourd'hui. Mais il y a une question qui s'est posée et qui était d'ailleurs à l'origine d'un, si je peux le dire ainsi, un tiraillement scientifique entre deux professeurs de notre département, c'est M. Alioudem et Moustapha Sall. C'est sur la question de la présence de l'islam dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, puisque vous étudiez l'impact de l'islam, en tout cas, ou l'expansion de l'islam en Afrique à travers Tombouctou? Est-ce que vous avez des éléments de réponse qui peuvent relier cette histoire de Tombouctou-là et ces constructions-là avec la vie qui existait dans la vallée du fleuve Sénégal à cette époque-là? Est-ce que vous parvenez à faire un lien ou bien vous avez des éléments de réponse par rapport à cette question? C'est ça que je voulais vous demander. D'accord, merci beaucoup, hein. C'est une très bonne intervention donc, qui complète parfaitement donc, cette présentation, à savoir l'architecture. C'est vraiment important de souligner cela. Donc, les modifications et les transformations sur tous les plans, parce que comme on l'a tantôt dit, l'islam a impacté donc, tous les aspects de la vie donc, dans le Sahel, dans le Sahara et le Sahel, y compris donc l'architecture. Alors, par rapport au cas de la moyenne vallée, c'est un cas complexe, parce que comme on l'a tantôt dit, le problème qui réside dans l'écriture, en tout cas, ou bien dans la documentation de l'histoire donc de nos contrées, c'est l'absence d'écriture, ou l'absence d'écrit, l'absence de sources écrites. Alors, cette question du Tekrour a été évoquée dans une des sources qu'on retrouve dans le recueil des sources arabes de Kyok. Donc, un des auteurs a mentionné, ou bien deux d'entre eux, ou bien peut-être ils sont plus nombreux, mais je retiens donc deux auteurs parmi eux qui ont mentionné le cas du Tekrour, à savoir Al-Idrissi et Al-Bakri. Donc, Al-Bakri, il a parlé du Tekrour. Al-Bakri, il faisait donc une description géographique, et sur la base de cette description géographique, il y a Philippe Messaillou et Unwik, je pense, donc, qui ont tenté de reconstituer un peu la carte de la zone à partir de la description d'Al-Bakri. Et à l'issue de cette description, donc, Tombouctou, Tekrour se situerait dans le nord du Sénégal. Donc, cet espace-là, qui se situe dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Et si l'on se fie aux déclarations d'Al-Bakri, c'est dans cette zone-là que l'islam est arrivé via Wardjabi, qui avait converti, ou bien qui avait convaincu Abu Dardaï, je dirais plutôt. Donc Abu Dardaï qui aurait convaincu Wardjabi à se convertir à l'islam, n'est-ce pas? Donc, partant de ce constat, l'archéologie ferait quoi? Tenterait de retrouver les vestiges qui attestent, bien qui attesteraient donc cette assertion. Pour les vestiges relatifs à l'islam, donc dans nos régions, comme tu l'as tantôt dit, parce que c'est la colonisation qui est venue donc amener cette logique-là de Sénégal ici, Mauritanie là-bas, Mali de l'autre côté. Mais avant la colonisation, donc c'était un réseau plus ou moins connecté, n'est-ce pas, où ces notions de frontières n'étaient pas connues, en tout cas pas sous la forme actuelle que nous connaissons. Donc, si l'on se fie à ces témoignages d'Al-Bakri et d'Al-Idrissi, le Tekrour devrait se situer là-bas, dans cette zone-là de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, et l'islam serait arrivé au XIe siècle, plus précisément en 1040. Mais aujourd'hui, quels sont les vestiges que l'on a retrouvés là-bas? Parce que je précise que depuis 1916, il y a eu des fouilles qui ont été menées par Bonel de Mézières. 1916-2025, en 1990, il y a eu une campagne intensive menée par le grand projet MSV Project des Macintosh. Après, il y a bien sûr M. Alundem, donc le professeur Alundem, qui continue, et le professeur Moussa Fassal, qui continue toujours donc, ses recherches dans cette zone. Mais jusqu'à présent, où sont les vestiges qui montrent que Al-Bakri, ce qu'Al-Bakri avait dit, donc, était vrai?
Parce que là, seule l'archéologie peut apporter des réponses par rapport à cette question. Les enquêtes orales ne donnent rien. Au Fouta Toro, par exemple, partout où tu vas, où tu tentes comme on peut l'obtenir à Tombouctou, ou bien à Djenné, ou bien à Djenno, où on peut retrouver des traditions orales qui peuvent remonter jusqu'à la fondation de la ville, ou bien des manuscrits donc, qui ont été écrits par des auteurs locaux. Ce n'est pas le cas pour Tombouctou, pour Tekrour. Donc, au Fouta Toro, c'est difficile d'avoir des témoignages, donc des récits oraux qui peuvent parler de l'origine du Tekrour. Pour les manuscrits qui se trouvent également au Fouta Toro, c'est des manuscrits plus ou moins récents qui remontent au XVIIIe siècle avec la dynastie des Almamis, n'est-ce pas? Et pour les résultats archéologiques également, les vestiges qui attestent donc la présence de cet islam-là sont absents. Donc la question qui se pose est le Tombouctou, le Tekrour dont parle Al-Bakri, est-ce qu'il se situe là-bas exactement? Est-ce que c'est exactement dans cette zone ou bien est-ce que c'est ailleurs? Parce à Tekdaous, à Ouagos, donc qui se trouve de l'autre côté du fleuve, il y a des vestiges qui ont été retrouvés par Jean Devis lors de ses fouilles avec l'Institut mauritanien de recherche scientifique. Des vestiges qui montrent la présence de l'islam depuis l'époque fatimide, ou bien la présence des Fatimides plutôt depuis le 9e, 10e siècle, n'est-ce pas? Tel n'est pas le cas pour la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Au Fouta Toro, les mosquées les plus anciennes remontent à... Bon, si tu vas là-bas, si tu pars là-bas et que tu fais des enquêtes sur les mosquées les plus anciennes, on te montrera les mosquées de Abdjan Abdul Karim Daf à Sénopalel, qui daterait de 1600-1700, ou bien la mosquée de Abdul Kader Khan à Kobilo, qui daterait de 1700, n'est-ce pas? Alors qu'on parle d'un islam de 1040. Dans ce contexte de 1040, après, il y a eu beaucoup de recherches archéologiques qui ont été menées, qui sont en train d'être menées par des étudiants, n'est-ce pas, qui obtiennent des résultats. Mais cette question-là de l'islam, parce que l'islam, une fois qu'il s'implante dans un territoire, donc on sait tous donc, la culture matérielle qui l'accompagne. Il y a les architectures, comme tu l'as dit. Il y a les ruines de mosquées. Il y a les objets, comme à Tekdaous, même si c'est des petites pièces où il y a des inscriptions arabes ou des inscriptions de la langue arabe ou du Coran. Donc, au moins, on a ces éléments. Mais jusqu'à présent, dans la moyenne vallée, en tout cas à l'état actuel des recherches, tel n'est pas le cas. Peut-être l'avenir nous le dira donc, avec plus de recherches, parce que quand même, c'est une zone très vaste et les recherches pour le moment ne sont pas assez conséquentes, n'est-ce pas? Donc, pour répondre à ta question, c'est fondamentalement, donc en une phrase, c'est ça. Il n'y a pas de vestiges archéologiques qui prouvent qu'il y a une islamisation au XIe siècle, comme l'ont dit Al-Bakri et Al-Idrissi. Il y a le nouveau qui veut prendre la parole. Le nouveau. Il a demandé la parole, mais apparemment, il n'est pas disponible. Un mot de la fin, Monsieur Traoré. Oui, donc je vous remercie encore une fois, toute l'équipe de l'ASPAD, vous et les techniciens et tout le monde pour cette invitation. C'est toujours un honneur et un plaisir pour nous de participer à ce genre de rencontres, donc qui constituent donc des éléments importants dans nos carrières. Donc, c'est des opportunités donc d'exposer nos réflexions, de partager avec des collègues qui peuvent donc à travers leurs contributions, qui peuvent à travers leurs critiques, à travers leurs questions, qui peuvent nous enrichir, qui peuvent nous permettre donc de nous améliorer, qui peuvent ces critiques, ces interventions qui nous permettent donc de connaître nos failles, mais de renforcer davantage donc les axes de réflexion donc, que nous jugeons encore nécessaires à travers les questions et autres. Donc, c'est vraiment une opportunité qui nous fait honneur, qui nous fait plaisir et je vous remercie par rapport à cela.
Je remercie également le public et tous les intervenants qui ont eu à poser des questions. Toutes les questions ont été intéressantes et pertinentes. Donc, je remercie le public pour ces questions. D'accord, merci à vous et on se dit au revoir. Merci. Au revoir.